Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la plateforme webinaire pour suivre un nouveau rendez-vous expert Kiox, aujourd'hui sur le thème de la réhabilitation des structures en béton. Et pour présenter ce webinaire, nous accueillons Alain Popinet. Alain Popinet est ingénieur génie civil de l'école centrale de Nantes, promotion 91, directeur de projet chez AIA Ingénierie, spécialiste de la réhabilitation et de la restauration des ouvrages du patrimoine. Il a dirigé le bureau d'études structure AIA Ingénierie Bordeaux de 2009 à 2018. Il est également l'auteur du traité de maçonnerie ancienne en 2018 et de la réhabilitation des structures des bâtiments anciens en 2023, publié aux éditions du Moniteur et disponible en librairie et sur la boutique, le site boutique.lemoniteur.fr. Juste avant de laisser la parole à Monsieur Popinet, je tiens à rappeler que vous avez la possibilité de poser vos questions sur la plateforme webinaire tout au long de la présentation. Veillez à bien les formuler sur le chat et je ferai au mieux pour poser une majorité d'entre elles à notre intervenant du jour en fin de présentation. Voilà, je vous laisse la parole, Alain Popinet. Bonne présentation à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, nous allons passer cette heure ensemble à propos de la réhabilitation des structures en béton. Donc, j'introduis cette présentation, parce que nous allons traiter donc, de structures, des grands principes de structure, de l'historique des bétons, puisqu'on ne restaure pas un béton des années 30 comme on va restaurer un béton des années 70, et les grands principes de réparation et de renforcement. Les bétons que nous allons aborder sont des bétons qui vont de l'origine des bétons, c'est-à-dire des années 1900 jusqu'aux années 1970-80. Alors, en introduction, contrairement à la pierre, au métal ou au bois qui sont des matériaux homogènes, le béton armé est un matériau hétérogène. Donc, avant de se lancer dans la réhabilitation d'une structure en béton, c'est important de savoir, de connaître l'histoire, l'époque de construction, comment est-ce qu'il a été calculé, comment est-ce qu'il a été mis en œuvre, d'avoir le plus d'informations possible sur le béton, sur ses armatures, et ensuite sur ses différentes pathologies, parce que des pathologies visibles sur du béton peuvent avoir différentes causes. Alors, donc, au niveau du sommaire, on va faire une rapide présentation de la composition des bétons, des liants, un petit historique sur les premiers bétons, la genèse des bétons, quelques propriétés, les pathologies, un rappel, mais en mode extrêmement rapide, des grandes familles d'ouvrages en béton, le diagnostic, les renforcements et les traitements spécifiques des pollutions de ce type d'ouvrage. Alors, au niveau du béton armé, je fais un rappel, le béton est un mélange de ciment, sable, gravier et eau. Donc, on obtient du ciment en calcinant des calcaires et de l'argile, chauffé à 1500 degrés. Les premiers bétons, on utilise parfois peut-être à tort le terme de béton romain pour évoquer les premiers bétons. En fait, les Romains avaient fabriqué couramment de la chaux et s'étaient aperçus qu'en mélangeant la chaux issue de la calcination du calcaire avec des petits morceaux d'argile pilés, ils obtenaient un produit qui avait une prise hydraulique, donc une prise sous l'eau. Et en y ajoutant certaines poudres, notamment la pouzzolane, ils arrivaient à faire une sorte de liant en mortier relativement rigide, et tellement rigide qu'ils ont même construit certains ouvrages, tels la voûte du Panthéon de Rome, avec ce qu'on appelait le béton romain. Malheureusement, durant toute la période Moyen-Âge, Renaissance, jusqu'à la Révolution industrielle, les propriétés de ce matériau avaient été un petit peu perdues, et c'est Louis Vicat, en 1817, qui a réétudié l'hydraulicité du béton, c'est-à-dire sa capacité à faire une prise, non pas à l'air, mais dans une atmosphère humide. Au niveau de l'historique, les premiers essais sur les ouvrages en béton modernes datent des années 1870, notamment par un ingénieur qui s'appelait M. Coignet, qui a développé des compositions de béton non armées à l'époque,
et qui lui a permis de construire dans les années 1870-80 une maison, quelques structures d'usines. Mais il faut attendre les années 1900-1910 pour que le béton, et notamment le béton armé, commence à se développer. Le premier règlement date de 1906. Il fait essentiellement état de poteaux. Viennent ensuite, dans les années 30, un règlement beaucoup plus élaboré qui évoque les planchers et les poutres. Alors, il faut savoir que quand on regarde un béton, cet aspect de l'âge de la construction est extrêmement important, puisque les résistances des bétons actuels et les résistances des bétons de l'époque sont assez différentes. La mise en œuvre jusque dans les années 40-50 était très peu normalisée. Et par exemple, comme on voit sur la slide, la notion de vibration du béton était assez peu connue avant les années 30. Donc, ce qui veut dire qu'on peut très bien tomber sur des bétons anciens très résistants, pour peu que ils étaient très bien dosés et que malgré tout, il y a eu un minimum de vibration, notamment par des secousses sur les coffrages. Mais sinon, on avait plutôt des résistances plus faibles que les bétons d'aujourd'hui. Alors, en termes d'historique, voilà ce slide qui résume un petit peu les grandes époques du béton. Donc, premier règlement connu, 1906, qui tient en quelques pages, en fait, qui tient 3-4 pages, et qui fait beaucoup confiance, finalement, à l'approche calculatoire de l'ingénieur. Ensuite, en 1913, il y a eu un règlement issu de M. Espitalier de l'STP, puisqu'avant la Première Guerre mondiale, des ouvrages en béton armé commençaient à voir le jour, mais souvent à l'initiative de procédés développés par un ingénieur. Système Henbik, système Freycinet ou autres. Or, la normalisation est venue un petit peu plus tard, ce qui fait que même les premières réglementations étaient parfois un petit peu générales et développaient et expliquaient finalement différents concepts. Le premier règlement complet, c'est celui de 1934, dont je parlais tout à l'heure, qui aborde en détail les poteaux, les poutres, les planchers et les dalles. Et ensuite, après 1945, donc les règlements de la reconstruction ont été régis par le règlement 1945, qui a ensuite évolué entre 1968 et 83 avec les notions d'état limite ultime et d'état limite de service. Alors, j'ai cité cette phrase que j'ai mise en italique, là, qui est une phrase assez intéressante, là, qui fait état justement du béton armé et qui compare la contribution des deux matériaux, le béton et son armature, un petit peu à des conjoints qui se marieraient et qui supporteraient tous les deux les charges de la communauté. Ça, c'est extrait d'un règlement de 1913. On n'écrit plus tout à fait comme ça aujourd'hui dans les Eurocodes. Alors, sur les propriétés, quand on aborde des bétons anciens, donc ça, c'est les éléments que je donne, là, sont issus de tableaux des années 1930. Alors, il faut savoir que des bétons, autant avant la Première Guerre mondiale, on a assez peu, finalement, d'ouvrages en béton. Il en reste quelques-uns, mais ils sont assez rares. Par contre, les années 1920-30, avec la reconstruction après la Première Guerre mondiale, ou des grands ouvrages publics, notamment pour les expositions universelles ou autres, ont vu de la construction d'ouvrages relativement importants, alors que la notion de pathologie, enfin je parlerai tout à l'heure, mais de pathologie sur un ouvrage en béton n'est pas du tout liée à son âge. On peut avoir des grosses pathologies sur des ouvrages des années 1980 et des ouvrages des années 30 qui n'en ont pas ou peu. Donc tout ça, c'est écrit tout à l'heure, c'est le subtil vieillissement du béton en fonction de l'enrobage et de sa qualité et du milieu dans lequel il est exposé. Alors jusque dans les années 1930, le calcul du béton, on calcule le béton avec une résistance finalement assez faible, puisque on voit des résistances au calcul, valeur limite élastique des armatures, autant pour moi en hausse, on parle d'armature, donc on calculait les armatures avec des contraintes assez faibles, 60, 80, 100 mégas. Aujourd'hui, avec des aciers FE400, FE500, on va beaucoup au-delà, mais il y avait une précaution qui était prise sur le taux de travail des aciers. Et idem pour la résistance en compression du béton à 28 jours, 11, 12, 13 mégas, 16, 18, 20 à 90 jours, résistance à la rupture en compression. Et au calcul, finalement, on était extrêmement prudent, puisque résistance au calcul à la compression, on n'avait pas au-delà de 4,5 à 6 mégapascales. Donc des règles anciennes extrêmement prudentes.
Alors, ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, viennent ce qu'on appelle les bétons des 30 Glorieuses, puisque le béton a été utilisé massivement pour la reconstruction, notamment aujourd'hui, 25% des logements sur le territoire national, notamment dans les grandes villes, ont été construits à cette époque. Et les bétons de ces années-là sont des bétons de qualité extrêmement variable, avec des porosités, c'est-à-dire c'est la teneur en air, en vide du béton entre 18 et 24%, alors que pour des bétons modernes, on a 12 à 15, voire un petit peu moins. Et contrairement aux bétons des années 20-40, où les bétons étaient plutôt intérieurs, il faut savoir que dans les ouvrages des années 20-30, souvent les murs extérieurs restaient encore pas mal en pierre ou en briques. Les façades en béton armé étaient finalement relativement rares. Donc on utilisait beaucoup avant-guerre des bétons armés en poteaux, en poutres, en plancher. Donc finalement dans des environnements relativement peu exposés. Alors qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a massivement reconstruit, avec l'apparition des banches de coffrage, par exemple, des bétons extérieurs. Et ces bétons extérieurs, pour peu qu'ils soient mal enrobés, provoquent très rapidement des corrosions du béton selon un mécanisme sur lequel des corrosions de l'acier, selon un mécanisme sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et qui provoquent des pathologies qui peuvent être esthétiques si l'ouvrage est en compression, mais qui peuvent être également structurelles s'il s'agit d'ouvrages comme des balcons ou des liaisons poteau-poutre, ou s'il s'agit d'éléments très minces, comme c'est le cas de la photo à gauche, d'éléments très minces qui, à partir du moment où ils éclatent, n'ont plus suffisamment de résistance résiduelle pour reprendre les charges. Alors, au niveau des pathologies, si on rentre maintenant dans la famille des pathologies du béton, des ouvrages en béton armé, on a plusieurs types de pathologies. Elles peuvent être tout d'abord liées à des problématiques de calcul ou de mise en œuvre. Alors, par exemple, sous-dimensionnement des aciers ou du béton vis-à-vis de l'effort peut conduire à des fissurations, des fléchissements, voire des ruptures, si c'est une erreur de calcul de l'époque, sans pour autant soit que la qualité des matériaux ne soit remise en cause. Le non-respect des joints de dilatation également. La notion de joint de dilatation telle qu'on l'applique maintenant avec 25, 30, 40 mètres en fonction de la zone était autrefois beaucoup moins respectée, donc on peut avoir des fissures de forme de dilatation qui se font dans l'ouvrage, ou on pouvait avoir aussi tout simplement des bétons mal adaptés à leur utilisation, c'est-à-dire un dosage pas très bon, un surdosage en eau, une mauvaise qualité de vibration. Donc là je parle de mise en œuvre, je parle soit de qualité de matériaux, mais je ne parle pas de pathologie, c'est-à-dire en termes d'attaque particulière du matériau. Alors, au niveau des pathologies, quand on parle aujourd'hui de pathologie du béton armé, alors on entend même parfois, j'étais avec un client et il m'expliquait que son béton, il avait le cancer du béton. Je dis, ce mot-là n'existe pas vraiment. J'ai dit, je pense que vous voulez parler de problématiques de corrosion des aciers dans le béton. Alors, une notion importante, c'est que les bétons, quand ils sont au jeune âge, alors ce qu'on appelle le jeune âge, c'est leurs 20,